Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un prototype d'une campagne Kickstarter qui est déjà lancé presque depuis plus de 10 jours. Il restera à peu près une semaine au moment où vous verrez cette vidéo, au moment où cette vidéo va sortir. On va parler de Oko Chronicles, le cycle de la Terre chez The Red Joker. Donc c'est une campagne qui est en cours, qui est déjà financée. Il y a beaucoup de stretch goals qui ont été débloqués. C'est un standalone toujours dans l'univers de Oko. Oko, c'est un univers qui a été développé en bande dessinée puis en jeu de société avec le cycle de l'eau qui était un jeu de campagne coopératif ou un jeu de campagne compétitif où des héros incarnent des champions asiatiques et des samouraïs et devaient combattre en particulier un adversaire. Dans ce nouveau Kickstarter qui est lancé, donc le cycle de la Terre, c'est un standalone, mais nous quittons le monde des Dungeon Crawlers pour partir dans le monde des Tower Defense. Donc le Kickstarter est lancé, vous avez un pledge unique à $85 auquel il faudra rajouter les frais de port, et puis vous avez aussi des add-ons bien évidemment et des extensions qui sont proposées. Donc c'est un jeu à la base qui est pour de 2 à 5 joueurs, puisque jusqu'à 4 joueurs vont incarner des héros, des samouraïs, et un joueur va incarner un samouraï renégat, comme on va le voir, qui lui va essayer de mettre des bâtons dans les roues dans la mission de nos petits samouraïs gentils. Maintenant il y a un mode solo qui est coopératif plutôt, qui a été débloqué, où ce samouraï renégat va être joué de façon complètement autonome. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir le prototype que j'ai reçu tout dernièrement, vous présenter l'ensemble des règles et regardez. Alors c'est un prototype, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment en mode en développement, donc c'est d'ailleurs marqué sur les tuiles, sur les tokens, etc. Donc ne regardez pas trop la qualité. Pour la qualité, il faudra regarder déjà ce qui est sorti dans le cycle de l'eau, le premier jeu de la gamme qui est sorti déjà en 2019 de mémoire, donc il y a quelques années. Alors, le Chronicle, cycle de la Terre, donc on retrouve ici l'ensemble du matériel. Il y a beaucoup de choses. L'ensemble, ça va se jouer sous forme de scénarios qui vont prendre place sur des tuiles, donc qui vont être placés selon le scénario, qui va vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Dans l'ambiance, c'est les héros, j'irais gentils, on va les appeler comme ça. Donc, on va incarner soit Oko, Setsuka. Il y a aussi ici Nochin, un autre héros, et puis ici Noburo. Donc ces 4 héros vont être incarnés par des joueurs. Donc ils auront des figurines, où là dans la version prototype c'était des petites tuiles, mais dans la version finale ce sont des figurines. Alors je vous ai ramené ici les figurines de la première boîte, donc c'est pas du tout les figurines que vous aurez dans cette nouvelle version, mais voilà, ça permet de voir un petit peu la qualité des figurines, la grandeur de ces figurines de la première version. Donc les joueurs vont incarner ces héros, et puis il y a un joueur qui va incarner le tigre noir, donc qui est ici. Le tigre noir, c'est en fait un samouraï qui est mort et qui a été rendu à la vie par les forces du Karatsu, donc c'est les forces des ténèbres, ce sont en fait les méchants, tout simplement, dans Oko. On peut jouer en mode coopératif, et où dans ce cas-là, le tigre noir va complètement être géré de façon complètement autonome par un système de cartes qui vont gérer son IA, son activation et ce qui va se passer. Pour commencer la partie, alors bien évidemment la mise en place des tuiles se fait selon le scénario qui vous dit où est-ce qu'on se place, où est-ce qu'on place les tokens, on va y revenir, où est-ce qu'on place ici les lieux d'apparition, de spawn en fait des armées du Karatsu, donc c'est des armées de morts-vivants, en particulier constituées d'archers morts-vivants et puis de troupes à pied. Donc là elles sont en forme de token, elles sont en forme de figurines bien évidemment dans la version qui vous sera livrée. On a un certain nombre de tokens, on y reviendra. Donc ça c'est la mise en place. Un point important, ce sont ces petites figurines de rempart, parce qu'en fait dans le contexte, dans le lore de ce Oko Chronicle, pardon, nos héros sont partis enquêter au loin dans les contrées, et puis on découvre donc cette armée de morts-vivants qui va arriver, qui va déferler sur l'Empire. Ils sont donc repliés dans un fortin qu'ils vont devoir défendre jusqu'à l'arrivée des troupes impériales pour venir les sauver.
Donc c'est vraiment un tower defense, mais un petit peu différent puisque vous allez avoir donc le tigre noir, ce samouraï renégat mort ramené à la vie, qui va être déjà aussi dans le fortin et qui va lui venir un petit peu vous titiller par derrière et qui va vraiment être un élément clé du jeu. La mise en place, on continue avec des cartes événements. Alors on prend exactement 7 cartes événements par héros. Alors je compte pas le tigre noir, donc par héros gentil si je peux dire. Donc si on joue à 2 joueurs comme là, on prendrait 14 cartes. Donc là j'ai pris 14 cartes qu'on mélangerait. Ça constituerait les événements. On va aussi constituer, on va prendre une carte, il y en a parmi 6. C'est des cartes de transformation. À un moment donné, le tigre noir va se transformer en abomination, en atrocité. Donc on prend une carte de transformation complètement au hasard, les autres cartes sont mises de côté. Et puis on va prendre 2 cartes par héros qui sont en jeu. Donc ici on prendrait 4 cartes événements. On mélangerait tout ça ensemble. Voilà. Et on les placerait dessous. Donc à la fin des cartes événements, puisque les cartes événements ça va être un petit peu notre chronomètre, ce qui va nous indiquer ce qui va se passer au fur et à mesure jusqu'à arriver à la transformation du tigre noir en atrocité, si celle-ci ne s'est pas déclenchée avant, ce qui a d'autres façons de les déclencher. Ensuite, donc chaque joueur récupère sa figurine de héros, sa carte de héros, sur lequel on va retrouver les caractéristiques de déplacement, de combat, de défense et de mental pour certains tests, ses points de vie. Il récupère ses 8 cartes actions. Chaque héros a 8 cartes actions qu'il va pouvoir utiliser de différentes façons, soit pour améliorer ses caractéristiques, soit pour l'effet qui est indiqué en bas. Donc il récupère ses 8 cartes, qu'il va garder en main, et puis ensuite il pioche au hasard deux objectifs personnels. Donc il en pioche 2, il en garde un seul. Donc les objectifs, il y en a vraiment de tout type. Ça peut être pour ici éliminer 3 adversaires en une seule activation, éliminer 8 membres de l'armée Karatsu, donc c'est l'armée des morts vivants. Donc il y en a un certain nombre. Donc il prend son petit objectif et il le place sur sa tuile. Parce qu'en fait, dans Oko, il n'y a pas un seul objectif à faire avec une victoire de les forces du mal ou une victoire des forces du bien. C'est qu'il y a ces objectifs personnels qui vont contribuer à la victoire générale. Il y a bien sûr le scénario qui vous donne aussi une façon de marquer des points de victoire. Le tigre noir peut aussi en marquer pour lui. Et on va ensuite, à la fin, comparer l'ensemble de ces points de victoire avec un système de cartes que je vous expliquerai. Et on saura si les héros ont gagné, ou si c'est le tigre noir et l'armée des morts vivants qui remportent la partie. Le tigre noir, lui, il fait exactement, quasiment la même chose, il récupère sa carte, il récupère ses cartes d'activation, lui aussi il en a 8. Il va ensuite récupérer, il a 10 objets, il a au total, il a plutôt 6 cartes objets, 6 cartes de compétences, pardon, et 4 cartes d'objets, et il doit en choisir 10 au hasard. Alors au hasard, il en choisit 10, donc c'est lui qui constitue un petit peu ses caractéristiques, donc des compétences, il peut en prendre 2 par exemple, et puis il va prendre des objets, voilà, tac. Tout ça, ça va constituer un petit peu sa main, c'est un ensemble d'éléments qu'il va pouvoir avoir à chaque tour de jeu. Et puis là, il choisit lui aussi un objectif personnel, donc là il choisit parmi tout ce qui est disponible. Donc là ça peut être éliminer 4 gueules de feu, on y reviendra, ce sont des renforts que les héros vont avoir, déclencher les équipements, utiliser 3 fois une carte d'équipement, ou infliger 6 dégâts à un héros, donc il prend un objectif personnel qui se place sur sa compétence, sur sa carte d'activation, sur sa carte de tigre noir. Puis il prend ces 3 tokens, vous allez voir, lui il va pouvoir disparaître, donc être plus difficilement détectable. Ça c'est la mise en place. Une fois que tout ça est mis en place, après vous avez tous les tokens, toutes les cartes, on y reviendra, et vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Alors, une partie de Oko Chronicle va se dérouler en un certain nombre de tours de jeu, avec un maximum qui va être délimité par le nombre de cartes d'événements que vous avez mis en place au début. Chaque tour de jeu, il y a 5 phases. Il y a premièrement une phase de Karatsu, donc là c'est plutôt les forces impériales qui vont s'activer. Ensuite une phase de stratégie, où les héros et le tigre noir vont préparer ce qu'ils vont faire. Une phase d'activation, où on va dévoiler et s'activer. Une phase de rempart, où il va y avoir des attaques, et on va essayer de détruire les remparts. Puis une phase de fin de tour, où on va regarder un petit peu les blessures de chacun, et puis préparer le tour suivant. Alors la première chose à faire dans la phase de Karatsu, c'est l'événement. Tout d'abord, on regarde la première carte, et chaque carte a un événement.
qui va donc influencer la partie, qui peut être bénéfique pour le tigre noir, bénéfique pour les héros. Voilà, ça dépend vraiment du type d'élément. Donc pour une nuit d'encre, donc là on peut pas effectuer d'attaque à distance. On est obligé d'attaquer que dans les zones qui vont être adjacentes à soi. Donc, ça peut être ça. Ça peut être ici par exemple nuée de corbeaux, éliminer des gueules de feu. Alors les gueules de feu, ce sont ces figurines, ce sont des figurines, ce sont des alliés des héros qu'on va placer sur les remparts. Donc là, bah, tout simplement directement, on l'éliminerait. Donc on active l'événement genre au début du tour. Ensuite, on va faire des apparitions. À chaque tour de jeu, il y a des apparitions de monstres qui vont arriver. Tout d'abord, on va regarder les moines. Alors au début de la partie, il n'y a pas de moines qui sont sur le terrain. Les moines sont sortes de prêtres qui vont encourager les forces du mal. Donc ces moines ici sont en forme de figurines. Là, ce sont des tokens. Donc il pourrait y avoir un moine qui a été placé là avec un événement ou une compétence du tigre noir. Dans ce cas-là, déjà, on place un token. Donc là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. En fait, ce sont les tokens d'apparition de monstres, mais on ne sait pas ce qu'il y a. C'est un peu qui est un peu aléatoire le jeu. On place un token à côté de chaque moine. Donc si par exemple j'avais un moine, je fais ça. Si j'avais un deuxième moine ici, je placerai un autre token à côté. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, on va piocher autant de cartes événements qu'il y a des héros, donc il y en a 2, et cette fois-ci c'est pas pour les événements, mais on va retourner ces cartes, et ce sont les renforts. Les cartes de renfort, comment est-ce qu'elles se présentent? Et bien en haut, vous avez le lieu d'apparition de ces ennemis, donc ici, jaune, il viendrait ici, rouge, ben là je l'ai pas mis, mais j'ai pas mis le token rouge, mais sinon on va prendre un bleu, et je l'ai pas bien sûr, voilà, ici, tac. En théorie, il y a les 4, mais là c'est un scénario que j'ai fait pour la vidéo. Ici, donc, bleu, ça apparaît en bleu. Et donc, je mets exactement ce qui est indiqué. Donc ici, par exemple, apparaît un archer, et puis un pion, ce qui s'appelle les pions sillons. Donc, voilà. Donc, je sais absolument pas ce qu'il y a derrière. Et donc, on ferait pas apparaître ici d'autres monstres. Donc, on résout les 2 cartes, hein, bien évidemment. On met l'ensemble des monstres, des ennemis qui arrivent, et puis en dessous, il y a encore d'autres ennemis qui peuvent apparaître selon le nombre de moines présents sur le plateau. Plus il y a de moines, ici s'il y a un moine, il n'y a rien, 2 moines, il n'y a rien, 3 moines, il n'y a rien, donc là rien ne se passe. Mais ici, s'il y a 3 moines, il y a une figurine d'ennemi en plus qui apparaît sur le lieu d'apparition bleu. Vous voyez, les moines font vraiment apparaître beaucoup de monde, donc c'est vraiment une des cibles que les héros vont avoir pour vite les tuer, pour qu'il y ait moins de tokens de sillons qui apparaissent et moins d'effets qui apparaissent. En plus de ça, les moines donc, ont une fiche qui vous disent un petit peu leur capacité d'attaque, de défense, etc. Et surtout, ils ont une capacité, et à la phase donc la première phase de Karatsu, selon le nombre de moines qui est présent sur les tuiles, s'il y a 1, 2 ou 3 moines, il y a une capacité qui va se déclencher, qui va rendre vraiment les figurines ennemies de plus en plus fortes. Donc les moines vont être vraiment des cibles prioritaires sur votre partie. Je vais enlever pour gagner un petit peu de place et de lisibilité. Ensuite, on a géré toutes ces phases d'apparition, donc ça apparaît assez massivement. Il y a une phase de déplacement. Tous les ennemis, sauf les moines, qui eux vont rester un petit peu en arrière, vont se déplacer d'une zone. Alors, comment se présentent les tuiles? Chaque tuile, vous avez vu, il y a des grandes zones avec des emplacements. Donc on se déplace d'une zone. Donc ici, ils se rapprochent toujours des remparts. Leur objectif à eux, c'est d'aller détruire les remparts. Donc ils se déplaceraient ici d'une zone. Donc là, on a une zone qui est ici. La zone suivante, elle est là. Donc il viendrait ici. Et là, il viendrait ici, par exemple. Au tour suivant, il viendrait ici, près des remparts, et se mettre près des remparts. Donc voilà, on va les faire avancer pour vous montrer. Donc pareil, les tokens de sillon, ils avancent aussi d'une zone. Et quand ils arrivent près des remparts, eh ben on les dévoile. Alors qu'est-ce qu'il y a sous les remparts, sous ces tokens sillon? Il y a différentes sortes. Il y a des tokens qui sont vierges, donc en fait c'est un leurre, donc on les enlève. Sinon il y en a qui avec des figurines d'ennemis, dans ce cas-là on fait apparaître les figurines d'ennemis au pied des remparts. Une autre façon de les faire apparaître, et là j'anticipe un petit peu, c'est tellement avant qu'ils arrivent près des remparts, c'est d'attaquer ces figurines, ces tokens. Dans ce cas, on les retourne et on fait apparaître les figurines à cet endroit-là.
Donc tout ça, ça avance. Voilà, ça c'est la phase de déplacement, les ennemis avancent toujours d'une zone. Ensuite, ils vont attaquer. Alors ils attaquent pas les remparts dans un premier temps, ils vont attaquer les figurines d'ennemis, de héros. Donc là, c'est relativement simple. Les soldats morts-vivants, ils attaquent dans leur zone, donc il faut qu'il y ait un héros qui soit dans la zone pour attaquer. Et les figurines d'archers, eux, ils attaquent à distance, donc là il y a des systèmes de lignes de vue. On a des lignes de vue en fait quasiment partout, ce sont les lignes vertes, donc c'est les remparts, et les lignes bleues qui sont les murs qui bloquent les lignes de vue. Donc là, avec les remparts et nos héros qui sont à l'intérieur, ils ne se feraient pas attaquer, mais s'ils seraient genre ici, ou même s'ils étaient ici, eh ben l'archer aurait une ligne de vue sur notre héros et donc pourrait l'attaquer. Alors comment est-ce qu'on regarde comment est-ce que se passe une attaque ennemie? Eh ben on regarde par héros tous ceux qui pourraient l'attaquer. Donc s'il est ici par exemple, ben, ce petit garde et l'archer pourraient l'attaquer, donc on va additionner leur valeur d'attaque. Donc chacun a une carte d'activation. Les archers de Karatsu et les bouchailles de Karatsu, avec une valeur d'attaque, donc ici, valeur d'attaque de 2, valeur d'attaque de 3, donc pour chaque héros, on va additionner toutes ces valeurs d'attaque de tous ceux qui vont attaquer, et si par hasard ces valeurs d'attaque vont dépasser la valeur de défense, donc ici de 4, si elles dépassent, ils prennent un dégât, donc on met un dégât. Voilà. Et on va leur mettre au centre, mais voilà, ils prennent des dégâts, donc c'est vraiment très simple. On va additionner toutes les valeurs d'attaque de tous les monstres, ennemis qui peuvent attaquer nos héros. Si ça dépasse la valeur de défense, il prend un dégât. Ça, c'est la phase de Karatsu, donc c'est les apparitions avec les moines, les apparitions avec les cartes d'événements, l'événement bien sûr à gérer. Ça avance près des remparts, eux ça vise vraiment les remparts, on verra à la fin du tour, ça va attaquer nos remparts, et ça va nous poser un petit souci lorsque tous les remparts vont être détruits. Et enfin, ils attaquent nos héros, s'ils sont en ligne de vue ou s'ils sont adjacents, et dans ce cas-là, on additionne leur valeur d'attaque, et on regarde à la défense. Ensuite, on va passer à une phase de stratégie. D'un côté, les héros vont s'entretenir, savoir ce qu'ils vont faire. Ils vont devoir choisir une ou deux cartes d'action. On est obligé d'en choisir au moins une. Les cartes d'action, elles se présentent de deux façons différentes. Il y a ici les caractéristiques qui vont pouvoir être évoluées et modifiées, et ici une compétence. Donc, vous pouvez en choisir donc une ou deux, et vous choisissez qu'est-ce que vous allez vouloir utiliser. Si vous voulez la placer à droite de votre plateau de jeu, c'est que vous allez utiliser les modificateurs des caractéristiques, hein, donc ça va, on va additionner les deux. Donc ici le déplacement va être 2 plus 0, 2, l'attaque 3 plus 4, ça va faire 7 d'attaque, etc., etc. Ça peut être aussi en négatif, donc baisser pour ici, ça améliore votre attaque, mais ça va diminuer votre défense, vous passerez de 4 moins 2, donc à 2 de défense au lieu de 4. L'autre façon d'utiliser ces cartes, c'est de les mettre à droite, et dans ce cas-là, vous allez avoir une action ou une capacité supplémentaire pour le tour de jeu. Donc à vous de voir, chaque héros va choisir donc une ou deux cartes, et donc les mettre, voilà. Bien sûr, le tigre noir, le joueur qui joue le tigre noir fait exactement pareil pour mettre ses cartes et les utiliser. En plus de ça, lui, il peut prévoir des compétences ou les objets qu'il va vouloir utiliser ce tour-ci, donc jusqu'à 3 objets qui doivent être actifs. Donc il prend, là je les prends un peu au hasard, mais il pourrait choisir qu'est-ce qu'il voudrait mettre de façon qui soit actif pour ce tour-ci, et pouvoir les utiliser à un moment donné dans le tour. Pareil, les joueurs, s'ils ont des objets, vont pouvoir les utiliser et les mettre sur donc autour de leur plateau. Le plateau joueur, il y a certaines choses à savoir, c'est que vous avez ici votre main gauche, votre main droite, votre habillement. En fait, les objets qui se présentent de cette façon, ça vous dit si ça vous prend une main, donc vous pouvez mettre sur main gauche, main droite. Si ça vous prend des objets à deux mains, dans ce cas-là, eh ben, vous pouvez en prendre qu'un seul à la fois. Et si ce sont des objets que vous pouvez mettre d'habillement, en fait, ce sont des objets des capes, des armures, qui elles viennent se mettre au niveau de l'habillement. Attention, vous ne pouvez pas mettre n'importe laquelle. Il y a 4, chaque héros a une classe, et les objets peuvent être équipés par une ou plusieurs classes, donc il faut que ça corresponde à la classe de votre personnage pour être utilisé.
Enfin, en début de partie, chacun commence avec un objet. Donc ici, Oko commence avec un katana, et notre Setsuka, lui, commence avec un katana et une armure lourde. Tac. Ensuite, les héros peuvent aussi avoir d'autres objets qu'ils vont récupérer, on verra comment. Dans ce cas, ils sont dans la réserve. Et donc, dans ce cas-là, au moment de la phase de stratégie, ils peuvent modifier ces objets pour avoir des objets qui vont pouvoir être utilisés, donc ils sont équipés de leurs mains ou sur eux. Leurs autres objets sont en réserve et ne sont pas utilisables tant qu'ils sont dans la réserve. Enfin, les héros, bien sûr, dernière chose importante, ils doivent choisir leur ordre d'activation. Donc pour ça, bien sûr, ils le font ça de façon complètement secrète, ils s'entendent entre eux pour décider qui va s'activer en premier et qui va s'activer ensuite en 2, 3, 4, donc ils placent leurs cartes dans l'ordre d'activation. Une fois que c'est fait, que cette phase de stratégie est faite, on va passer à une phase justement d'activation. Donc le premier héros à s'activer va s'activer, il va pouvoir réaliser 3 actions. Parmi lesquelles, donc, le déplacement, l'attaque, réaliser un certain nombre de tests, réorganiser ses objets, et enfin utiliser des actions particulières qui lui sont propres. Alors déjà la plus simple, c'est réorganiser des objets. Vous pouvez très bien, si vous avez des objets en réserve, parce que les objets que vous avez mis en place ne vous satisfont pas pour ce tour-ci, vous avez besoin de changer, vous pouvez les réorganiser pour une action. Ensuite, le déplacement. Le déplacement, donc c'est votre caractéristique qui est indiquée sur votre plateau. C'est le nombre de zones dans lesquelles vous pouvez vous déplacer, qui peut être modifié par donc une carte que vous aurez jouée. Donc ici, pour une Setsuka, on va être 2 plus 2, donc 4 zones de déplacement. Donc les zones, c'est vraiment l'ensemble qui est délimité par les traits de couleur, les traits blancs, bleus ou verts. Quand vous déplacez, attention, donc vous pouvez déplacer de zone en zone en respectant les passages donc par les portes quand il y a des portes, hein, bien évidemment. Vous pouvez pas passer à travers les murs. Si vous arrivez dans une zone où il y a des ennemis, donc ici, on va le mettre là. Tac. Si une zone avec un ennemi, vous êtes obligé de vous arrêter dans cette zone-là, vous ne pouvez pas continuer et vous devez rentrer en combat. Si pareil, vous commencez votre déplacement dans une zone où il y a un ennemi, ça vous coûte un déplacement supplémentaire pour quitter cette zone. Et enfin, il faut toujours se placer dans la zone sur des points d'emplacement et qui sont importants, puisqu'il faut vous mettre, ce sont ces points-là qui vont être adjacents, donc de façon diagonale ou orthogonale, sans passer à travers les murs, et cette adjacence qui va vous permettre d'attaquer en direct ou d'activer des objets. Donc c'est vraiment, ça fonctionne en même temps par zone pour le nombre de zones de déplacement, mais ensuite c'est vraiment par point d'occupation pour l'adjacence qui va être important. Donc le placement est important dans votre zone de jeu. Ça c'est le déplacement. L'attaque, bon, bah, l'attaque c'est très simple. Donc si vous utilisez une attaque au corps à corps, eh bien, il faut être adjacent. Si vous utilisez une attaque à distance, il faut avoir une ligne de vue, donc qui n'est pas bloquée par un mur ou par des remparts, par exemple. À ce moment-là, comment est-ce que fonctionne l'attaque? Eh bien, vous regardez votre valeur d'attaque de base, potentiellement modifiée par l'arme qui est utilisée, par exemple, ou par la carte d'action que vous avez jouée, et vous lancez autant de dés d'action que ce qui est indiqué. Alors là, on va sortir les dés. Tac. Donc, les dés, il y a des noirs et des rouges. Et des jaunes, ce sont des dés pour les tests. Donc vous lancez autant de dés, donc les dés rouges, voilà, par rapport à votre compétence de base, et les dés noirs qui sont les dés que vous avez rajoutés par rapport à vos cartes d'action que vous avez jouées. Donc si c'est Setsuka qui attaque, il lance 3 dés et un dé supplémentaire. On lance les dés et on additionne le nombre de réussites qu'il y en a. Donc ça peut être 0, une réussite, 2 réussites, ou ici il y a le phase du ki. Alors la phase du ki, en fait, souvent, ça va être des actions supplémentaires à débloquer, ou ça va être en fait à convertir en réussite selon votre arme qui est utilisée. Donc on additionne l'ensemble des réussites. Donc hop là, on va dire que j'ai fait ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et on compare à la valeur de défense de l'adversaire. Donc si ce sont des bushi, il a une défense de 4, les archers ont une défense de 3. Donc on compare. Si par hasard on est supérieur à cette défense, on inflige 1 point de dégâts. Alors pour les archers,
et les Bushi de Karatsu, dès qu'ils ont un point de vie, ça les tue directement. Si vous attaquez, parce que vous pouvez évidemment aller attaquer en étant adjacent, par exemple le tigre noir, et ben lui il a une défense de 4. Donc si vous dépassez sa défense, bah, vous lui infligez un point de dégâts, et donc vous le mettez sur sa petite fiche. Donc les attaques sont très simples, parce qu'il n'y a pas de dés de défense, etc. Ce sont vraiment des attaques de base, alors avec des dés, et on regarde les réussites selon nos armes et selon le nombre de dés à lancer. Il y a donc réorganiser les objets, se déplacer, attaquer, donc utiliser des actions. Alors là, il faut tout simplement lire votre action. Ça peut être ici une fois par activation, au quoi peut relancer jusqu'à 4 dés. Donc ça, c'est une action passive et prendre son autorité naturelle. Donc c'est une action que vous devez avoir parce que vous avez joué votre carte. Ici, c'est pour pouvoir positionner des gueules de feu, donc les repositionner. Donc s'il y avait des gueules de feu qui étaient par exemple ici, vous pouvez la repositionner ici pour qu'elle puisse attaquer le monstre qui arrive. Donc, vous pouvez utiliser les actions qui sont mentionnées sur vos cartes. Enfin, ce sont les tests de compétences. Alors, les tests de compétences, il va y en avoir, par exemple, pour attaquer les moines, il faut les attaquer avec de la compétence mentale. Pour utiliser les objets qui sont ici, il faut des tests de compétences. Pareil, il faut des tests de compétences. Ici, ce sont les tokens d'objets de coffres à fouiller. Donc il faut les tests de compétences. Donc, comment fonctionnent les tests de compétences? Donc déjà, il faut être adjacent à la tuile que l'on va actionner. Donc ici, la bombarde. Ici, le passage secret. Ici, les trésors. Donc vous avez la difficulté qui est indiquée. Donc c'est le nombre de dés à lancer. Donc ici, par exemple, 3D. Ici, c'est 1D. Ici, ce serait 3D. On lance les 3D, on lance le nombre de dés en tout cas, et il faut que la somme soit inférieure au niveau de difficulté. Donc ici à 3, ici il faut faire moins de 1, donc là ce serait à chaque fois des réussites. Si vous faites plus, et si vous faites, si j'ai fait 2, 3, 4, c'est un échec. En revanche, on viendrait marquer que pour le prochain test, la compétence, le niveau de difficulté serait réduit de 1, c'est de plus en plus facile. Si le test est réussi, tout simplement si c'est un objet qui est sur le terrain, on vient le retourner. Dans ce cas, cet objet est disponible. Si c'est un trésor, tout simplement on vient piocher le nombre de cartes indiquées. Donc ici 4 cartes objets. Je piocherai 4 cartes objets. 1, 2, 3, 4. Et en retournant le token, je verrai qu'il y a écrit 2, donc je pourrais en garder 2. Donc là, je sais pas, je peux garder un livre et un éventail. Alors bien sûr, il faut que ça corresponde à ma classe de héros. Donc ici, si je suis samouraï, bon là, les gueules de feu peuvent être prises par n'importe quelle classe de héros. Ici, il faudrait que ça corresponde. Donc là, le samouraï, il peut le prendre, et le samouraï, il peut le prendre. Alors, par exemple, ici, une gueule de feu, ça vous donne vous pouvez l'équiper, donc ça vous coûte, c'est un objet qui monopolise vos 2 mains. Et donc, pour une action unique, vous pouvez lancer une attaque à distance qui s'applique à tous les personnages situés dans la zone de cible. Donc, vous pouvez faire une attaque de zone. Éventail de guerre, c'est sur une main, ça donne une action unique, etc. Ici, le code de Bushido, on peut défausser la carte et ça active gratuitement un équipement adjacent, etc. Donc, on peut récupérer des objets qui vont vraiment nous faciliter. Ce sont des objets à utiliser de façon unique ou à s'équiper. Une fois que le coffre a été fouillé, il est défaussé. Sur les scénarios plus importants, il y a plus de coffres à aller fouiller pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Donc après, il y a ces tuiles, ces fameuses tuiles qui elles restent. Donc ça, ce sont les tuiles qui sont liées au scénario. Par exemple ici, c'est le passage secret. Le passage secret vous permet, une fois que vous avez débloqué le passage secret, si vous êtes à côté, de l'activer. Et dans ce cas-là, par exemple, ici, le passage secret permet de faire arriver des gueules de feu. Donc ce sont des alliés des héros qu'on viendrait passer sur les remparts, qui vont venir faire des tirer par salve sur les ennemis. Mais une fois que c'est activé, on retourne le passage secret, il faudra le réactiver, etc., etc. Maintenant, le tigre noir peut lui aussi, bien évidemment, activer cet objet, le passage secret, et dans ce cas-là, ce ne sont pas les gueules de feu qui arriveraient sur les remparts, mais ce serait directement des monstres qui seraient mis sur les remparts. Voilà.
c'est à double... tout le monde peut le faire. Pareil pour le... Par exemple ici pour la bombarde, bah, une fois qu'elle est activée, elle peut être utilisée pour tirer à l'extérieur, faire des attaques de zone assez dévastatrices. Une fois qu'elle a été utilisée, on la retourne, il faut la repréparer avant de pouvoir la réutiliser. Il y a d'autres objets, hein. Il y a par exemple ici l'hôtel, qui permet de se soigner et de faire venir des sortes d'esprits. Enfin, il y a un certain nombre d'objets qui sont liés au scénario. Ça, c'était bah, la dernière action possible des héros. Donc, ils en ont 3. Ils peuvent faire 3 fois la même, ou vraiment varier le plaisir. Et on va activer donc tout le monde dans l'ordre d'activation donc des cartes. Donc tous les héros s'activent et réalisent leurs 3 actions, ou jusqu'à 3 actions. Le dernier à s'activer, c'est le tigre noir. Donc lui aussi qui va faire ces 3 actions, donc de déplacement, d'attaque, d'utiliser les objets qui ont été préparés ou qu'il peut préparer, etc., etc. Maintenant, le tigre noir a quand même des possibilités supplémentaires par rapport au héros, en particulier 2. Tout d'abord, entre chaque tour de héros, il peut décider d'activer une de ses compétences, ou un de ses objets. Dans ce cas-là, il prend un dégât, et il peut activer avant que le héros ne s'active pendant sa compétence. Ici, c'est une compétence d'attaque surprise, donc il prend un dégât, et il peut réaliser une attaque sur un adversaire qui est adjacent. Ici, les vêtements, là, il prendrait 2 dégâts, et il pourrait réaliser une action. Donc il peut venir comme ça, avant chaque activation de joueur, modifier, genre venir s'intercaler contre le prix de dégâts. Première chose. Deuxième chose, il peut utiliser ses jetons de leurre et de fumigène. Il peut décider de disparaître. Et dans ce cas-là, il remplace hop là. Il se remplace, je dirais, par 3 tokens, donc sans les montrer bien sûr au héros, qui placent sur des zones adjacentes. Donc les autres ne savent pas où il est passé. Lorsqu'il s'active, il peut se déplacer d'une zone à chaque fois, par exemple, mais on ne sait toujours pas où il est. Soit il décide à un moment donné, un tour de jeu, de réapparaître, parce qu'il a besoin de réapparaître sous sa figurine pour pouvoir s'activer, utiliser ses compétences et ses objets, et attaquer par exemple, soit parce qu'un héros va être adjacent et va attaquer le token. Soit on le retourne, soit c'est un fumigène, l'attaque échoue, et on retire le token, soit, je sais pas où il est là, soit il était au bon endroit, on le retourne, et c'est bien le tigre noir. Dans ce cas-là, on va remettre sa figurine en jeu, retirer tous les tokens, et le combat va pouvoir avoir lieu. Au tour suivant, il va pouvoir de nouveau disparaître s'il veut, et recommencer. Il va pouvoir jouer un petit peu au chat et à la souris avec nos pauvres héros qui essaient de se défendre de l'arrivée des monstres, et du tigre noir qui est en même temps à l'intérieur. Quatrième phase, c'est la phase de salve. Alors il y a 2 choses. En fait, c'est la phase de rempart, plus exactement. Nos gueules, comment ça s'appelle? Les gueules de feu, pardon. Gueules de feu, qui sont des alliés des héros, ils vont toujours être sur les remparts. Donc eux, ils vont tirer sur les monstres, donc quand ils ont des lignes de vue. Tout simplement, on lance autant de dés que la valeur de force. Donc chacun, par exemple, a une attaque à distance. Donc ici, par contre, c'est 3D. Voilà, donc s'il serait 2, on serait 6D, s'il serait 3, on en serait 9D. Et ils font une attaque sur une des figurines qui est en ligne de vue, donc ils lancent les dés. Et c'est exactement pareil, on regarde s'ils dépassent la valeur de défense donc du monstre, donc 3 ou 4. S'ils réussissent, ils retirent la figurine. Nos monstres maintenant, lors de cette phase, ils vont s'attaquer aux remparts, parce qu'un des objectifs, eux, c'est de détruire tous ces remparts, ou de détruire le maximum de remparts. Donc là, tout simplement, lorsqu'ils sont sur ces petites cases qui sont noires, et qui sont au pied des remparts, en fait, on va par tuile, ou par zone, donc ici il y a une zone, ici il y a une autre zone, par exemple, on va compter leur valeur de destruction des remparts, et l'indiquer sur leur fiche, donc elle est de 1 pour les archers et les bouchis. Les autres figurines qui viendraient plus tard auraient peut-être des valeurs plus importantes. On additionne ces valeurs, et un pion fortification a une valeur de 2. Donc si nos monstres, en additionnant ces valeurs, ont 2 ou plus, bah on retire un pion fortification. Donc là, ils auraient 1 plus 1, 2, on retirait un pion fortification. Lui, il est tout seul, par exemple, et ben
il est pas assez fort pour détruire la fortification. Il faudra attendre que ses camarades qui arrivent, lui il va rester là à attendre que ses camarades arrivent pour pouvoir détruire les pions de fortification. Ça va être important, vous allez voir, parce que ça peut accélérer la fin de la partie, on y reviendra après. Une fois que ça c'est géré, on passe à la phase de fin de tour, et là on va regarder en particulier les blessures. Les blessures, on va regarder si nos héros ont atteint leur valeur maximum de blessures, donc ici c'est 3. Donc si ça arrive, et ben tout simplement, nos héros piochent une carte blessure qu'ils prennent en main, et ces cartes blessures se prennent comme les cartes d'activation, mais en donnant des bonus de 0 et un malus de -1, et puis ici ça vous donne un effet qui est pas bon. Bon, ici la blessure, ça empêche d'effectuer un test de caractéristiques, donc il ne pourrait pas activer, préparer des objets qui sont sur le plateau par exemple. Donc ça vient en main. Et vous retirez vos blessures. Voilà. Alors attention, parce que si à un moment donné, la partie va continuer, vous avez d'autres blessures, si à un moment donné vous avez 3 cartes blessures en main, votre héros est mis hors de combat et il est retiré du jeu. Voilà. Donc il faut jamais avoir plus de 3 cartes blessures en main. Donc il y a des actions qui vous permettent de vous soigner, il y a des effets qui peuvent vous permettre de vous soigner, il y a aussi parfois la tuile hôtel qui vous permet de vous soigner. Il faut au maximum se soigner, parce que si vous avez 3 cartes blessures en main, et ben c'est la mort de votre héros. Pareil pour le tigre noir, hein, si par hasard il a 3 dégâts, et ben on retire les 3 dégâts et il prend une carte blessure en main, qui là aussi va venir l'handicaper dans ses actions. Une fois que c'est fait, on passe à un nouveau tour de jeu, donc une phase de Karatsu, on va faire apparaître les monstres, les faire se déplacer, les faire attaquer nos héros, on aura géré la carte d'événement bien évidemment, et puis on passe une phase de stratégie où on prépare son tour, une phase d'activation où on fait activer les héros, puis le tigre noir, avec le tigre noir qui peut venir s'intercaler lors des activations des héros contre des points de dégâts qui s'infligent. Et puis ensuite on fait les attaques de nos gueules de feu qui sont les alliés des héros, et puis les attaques des remparts, et blessures, nouveau tour. Alors, un certain nombre de petits détails et points très importants. Nos héros peuvent à des moments faire venir ce qu'on appelle des suivants, c'est-à-dire en fait faire arriver des aides avec eux. Et ben les aides, tout simplement, elles ont des caractéristiques particulières. Vous venez les placer ici en fait sous votre carte de héros, et vos suivants s'activent après le héros, et puis ils ont aussi leurs caractéristiques, leurs effets de jeu, donc ils peuvent venir vous aider avec un petit token qui vient se placer à côté du héros à la base, et puis vous allez pouvoir ensuite déplacer, donc ça vous donne des alliés supplémentaires en jeu. Ils peuvent bien sûr être tués. Vous pouvez aussi, en particulier grâce à l'hôtel, invoquer des esprits qui vont venir vous aider, les camions de l'air, de l'eau ou du feu et de la terre. Ces kami, ils viennent sur le plateau, ils ont aussi leurs effets, ils s'activent aussi à la fin du tour où le héros qui les a activés. La différence du kami, c'est que le kami, lui, ne va rester que 2 tours en jeu, après il va falloir le réactiver. C'est un peu un mini-dieu qui vient vous aider, mais ensuite, il repart au bout de 2 tours, il va falloir le faire revenir si vous voulez qu'il reste vous aider en cours de partie. Le tigre noir. Alors, comment va se terminer la partie? La partie se termine à un moment donné si les 3 héros sont tués. La partie prend fin et on va regarder qui a gagné. À un moment donné aussi, le tigre noir va se transformer en atrocité. Donc on va changer sa petite figurine de samouraï revenu d'entre les morts par une figurine. Alors ça c'est la figurine, c'est pas du tout la figurine du jeu, c'est la figurine du Hoko, le cycle de l'eau, donc du premier Kickstarter. Donc on vient remplacer cette première figurine par sa figurine d'atrocité. Quand est-ce qu'il se transforme? Il va se transformer lorsqu'il aura 3 cartes blessures en main. Dans ce cas-là, il va se transformer en atrocité. Il va se transformer si à un moment donné, sur une tuile, donc une tuile c'est tout ça, si sur une tuile il n'y a plus aucun fortification, parce qu'elles ont toutes été détruites, à ce moment-là il y a une brèche dans notre fortin, et dans ce cas-là, le tigre noir se transforme
en atrocité. La dernière façon qui pourrait se transformer, c'est si on fait passer toutes les cartes événements et qu'on arrive à... Donc toutes les cartes allaient partir, là, tac, 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 et qu'à un moment donné, on arrive... Hop là, c'est celle-ci, qu'on arrive à la carte de transformation du tigre noir en atrocité. Donc pareil, là, on va transformer le tigre noir. Le tigre noir, quand il se transforme, on retourne sa carte. Il passe en atrocité. Il garde les effets, c'est-à-dire les cartes objets de compétences qu'il va pouvoir activer. Il garde sa mission personnelle. En revanche, on retire toutes les cartes blessures qu'il avait collectées. Voilà, toutes les cartes blessures, on les retire. Pour chaque carte blessure retirée, il prend déjà un dégât. Sachant qu'il a 6 points de vie. Donc, plus vous avez infligé de dégâts et de cartes blessures au tigre noir, plus l'atrocité va commencer en étant affaiblie. À ce moment-là, il reste 2 tours de jeu, pas plus. 2 tours de jeu, l'objectif pour les héros, c'est de tuer l'atrocité. Voilà. L'atrocité, à elle, son objectif, c'est de tuer un héros et de fuir. Pour fuir, il faut qu'il utilise une action de fuite après avoir tué un héros. Et dans ce cas-là, à chaque fois, dans les 2 cas, ça met fin à la partie. Si ça ne survient pas, et ben à la fin des 2 tours après l'apparition de l'atrocité, on met fin à la partie. Alors, à la fin de la partie, on ne sait pas encore qui est gagné. En fait, dans les Coco, on va récupérer des sortes de cartes, comme ça, des grandes cartes, des moyennes cartes et des petites cartes, et ce sont l'ensemble de ces cartes qui vont dire qui a gagné. En fait, on va regarder... voilà. Si par hasard le fortin est tombé parce que toutes les fortifications sont tombées, on va mettre cette carte qui est une carte rouge, c'est écrit le dernier rempart tomba. Alors que si le fortin va résister, il n'y a aucun moment il y a eu de trou de fortification sur une tuile, on garde les défenseurs du fortin combattir, donc une carte bleue. Donc voilà, en fonction des chapitres, si je peux dire, on va mettre des cartes. Donc ici pareil, est-ce que est-ce que tous les héros ont survécu et ont survécu ou pas, ou est-ce que tous les héros sont morts, dans ce cas c'est une défaite et un déshonneur. Donc on va mettre ces cartes. Pareil, est-ce que l'atrocité a été terrassée, on va mettre la carte bleue, ou si l'atrocité s'est échappée, on va mettre la carte rouge. Si les héros ont réalisé leurs objectifs personnels, et ben on met la petite carte bleue du héros correspondant parce qu'il a réussi. S'il est mort, en revanche, on met la carte rouge comme quoi il est mort. Donc tout ça, ça va être des cartes qu'on va placer, comme ça, en fonction des réussites et des échecs de chacun. Et ensuite, on va calculer la victoire ou la défaite. Les grandes cartes, c'est 4 points de victoire. Donc soit si c'est bleu pour les héros, si c'est rouge pour les forces du mal, donc pour le tigre noir. Ça, c'est 2 points de victoire, les cartes classiques. Et les petites cartes, c'est 1 point de victoire. Donc, on calcule celui qui a le plus de points de victoire. Donc là, j'ai fait vraiment mon hasard. Il aurait 4 points de victoire pour les héros, plus 1, donc 4, 5, 6. Lui, il aurait donc 6 points pour les champions, les héros, les gentils. Et puis, donc, par contre, l'atrocité, le tigre noir, il aurait 2 points de victoire, 3 points, 4 points de victoire. Donc, ce seraient les héros qui auraient gagné. Donc, en fait, c'est un ensemble de chapitres. Le scénario peut aussi apporter des conditions de points de victoire pour les uns ou pour les autres. Par exemple, dans le scénario du prototype, qui était ici en place en partie, et ben c'était on devait soigner un éclaireur, et le tigre noir, lui, doit tuer l'éclaireur. Donc en fait, en début de partie, par exemple, on lui demande de placer ces 4 jetons derrière, qui est des jetons que c'est vierge, mais derrière un de ces jetons, c'est indiqué que se trouve notre éclaireur blessé. Donc, l'objectif pour les héros, c'est d'aller récupérer à côté ici, il y a 1 et 2 tuiles d'objectif, c'est d'envoyer un héros à côté de ces tuiles d'objectif, utiliser une action, de revenir, et d'apporter des herbes médicinales. En fait, il y a un nombre de tours de jeu, et si vous avez rapporté ou pas les herbes médicinales, il y a plus ou moins de nombre de tours de jeu, pour soigner votre éclaireur sans qu'il soit tué. Ça vous fait des 4 points de réussite. En revanche, le tigre noir, sa mission, c'est de trouver derrière tous ces leurres où se trouve l'éclaireur,
de l'attaquer, il a 2 points de victoire dans le, 2 points de vie pardon dans le cas du scénario, et le tuer. S'il le fait, c'est lui qui va remporter des points de victoire. Donc c'est pas pour ça que les héros ont perdu le scénario, parce qu'ils peuvent réaliser tous leurs objectifs et tuer ensuite l'atrocité, donc ils marquent aussi des points de victoire. Donc, mais ça oriente votre partie, ça oriente vos capacités. Je vérifie qu'on n'a rien oublié, mais voilà, on a brossé donc les règles du jeu, vraiment ce système de tower defense où en fait on va se faire submerger par des vagues d'ennemis qui vont venir détruire les fortifications. Notre objectif, c'est vraiment d'éradiquer, de tuer, de repousser ces vagues d'ennemis, mais en même temps, dans notre fortin, va se trouver ce tigre noir qui va venir nous embêter, nous attaquer par derrière, remplir des objectifs, voilà, venir un peu mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, donc c'est vraiment Oko Chronicle, le cycle de la Terre. Donc on est vraiment dans un dans un tower defense, pardon, à la différence du cycle de l'eau, donc le premier Kickstarter qui était un dungeon crawler. Mais donc cette caractéristique, en fait il y a 2 caractéristiques par rapport à un tower defense de base où on fait juste résister à des vagues d'ennemis. Là, la grosse caractéristique, c'est qu'il y a la présence de ce tigre noir, de ce samouraï renégat revenu d'entre les morts, qui est présent dans le fortin et qui va venir nous attaquer de l'intérieur. Donc ça nous oblige aussi, ça oblige les héros à se coordonner pour faire face à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, d'aller trouver le tigre noir, de lui infliger assez de dégâts pour faire apparaître l'atrocité, parce qu'on n'y coupera pas, avec le maximum de dégâts possible, et ensuite de combattre. Ça, c'est la première grosse caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'il n'y a pas, en fait, pour la victoire des héros, il n'y a pas un seul objectif avec défaite ou victoire. Non, il y a plein de chapitres, de mini objectifs qui vous rapportent plus ou moins de points de victoire, les objectifs personnels, l'objectif de scénario, la défense du fortin, tuer l'atrocité, etc., etc. Et c'est cet ensemble, cette accumulation qui va vous permettre de remporter ou non la victoire. Donc ça va vraiment orienter votre jeu, vous donner votre stratégie, et la coordination, les échanges entre les héros vont être primordiaux pour savoir comment s'orienter, comment s'articuler pour y arriver. Pareil jusqu'à l'activation et l'ordre d'activation qui est très important, puisque certaines compétences de vos héros vont pouvoir avoir des influences sur les autres héros pour le tour de jeu, si vous vous activez avant eux. Donc à vous de vous coordonner pour vous activer au bon moment. Au niveau du matériel, il y a beaucoup de choses, ça demande pas mal de place, donc prévoyez plutôt une grande table. Après, ça reste un prototype, donc on peut pas s'exprimer sur la qualité finale. En tout cas, les règles, l'iconographie était très claire. L'addition artistique va permettre vraiment de se plonger dans ce côté asiatique des samouraïs et de cette période. Si on regarde la qualité de Oko, le cycle de l'eau, donc le premier Kickstarter plutôt dungeon crawler, c'est une belle qualité, de jolies figurines comme on a pu les voir dans cette version précédente. Donc ça laisse présager de jolies choses pour ce nouveau jeu, dans cette gamme, dans cet univers de Oko, que d'ailleurs vous pouvez retrouver en BD si vous voulez en savoir plus et si vous voulez vous projeter. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Kickstarter. Il vous reste encore une semaine pour vous y intéresser vraiment en détail si ça vous titille. Il y a les règles qui sont disponibles en français, donc allez les voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre, ou j'échangerai avec l'auteur de jeu avec qui je suis en contact pour pouvoir vraiment vous éclairer et vous permettre à vous de faire votre choix sur ce Tower Defense avec ces petits twists qui le rendent un intérêt. Ce n'est pas qu'un énième Tower Defense classique, non, il y a ce double twist dès la victoire qui se fait de différentes façons, et de ce samouraï renégat revenu entre les morts, et surtout revenu dans votre fortin, qui va vraiment vous embêter, et qu'il va falloir vraiment jouer au chat à la souris, surtout avec sa compétence de fumigène, où il peut disparaître d'un claquement de doigts. Voilà. Et bien j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, mettez des commentaires, et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people.